Donc, dans cette première séance, en fait, qu'est-ce qui se passe? On a parlé de l'initiation à ROS. Donc, dans cette initiation à ROS, l'idée, c'était de montrer, en fait, aux apprenants les différents outils ou alors les différentes ressources, en fait, utiles dans ROS. Donc, la première partie, c'est ça, dans les ressources officielles. On a commencé par la documentation officielle. Donc, la documentation officielle, clairement, sur ROS, c'est très bien fait. Et donc, je conseille vraiment tous ceux qui veulent commencer sur ROS à aller sur la partie documentation, à aller dans la documentation officielle, à voir ce qui se passe, le tutoriel officiel, parce que clairement, c'est super bien fait et on a pas mal de détails. Donc, pour le tutoriel officiel, voilà, c'est situé là. On a le guide d'installation en fonction même de ton système d'exploitation. On a plusieurs types via Debian, via le code source même. On a les tutoriels, donc voilà, avec plusieurs niveaux, débutant, intermédiaire, avancé. On a les concepts de base, nœud, topic, service, paramètres, action, voilà. Et tout ça est super bien expliqué, un petit schéma, les petits codes aussi à lancer, voilà, de manière individuelle sur son terminal. Donc voilà, tout est super bien détaillé. Et il y avait des exemples de code source. Donc voilà. Du coup, ça c'est la première partie. Vraiment, c'est super important pour tous ceux qui veulent apprendre ROS déjà de savoir où se trouve cette ressource en fait, parce que voilà, on sera forcément amené à chaque fois à aller checker pas mal de choses dans ces ressources là. Ensuite, le GitHub, voilà, classique, voilà, pour tous ceux qui touchent au code source, le GitHub il est là. C'est vrai que de base on n'y va pas énormément parce que tout est déjà compilé et prêt en Debian, mais c'est aussi bien de fois d'aller regarder ce qui se passe au niveau de la GitHub, de s'abonner, de voir les nouveautés, parce que voilà, des fois ils peuvent développer des petits outils qui voilà, qui seront intéressants à utiliser dans les différents projets. Ok, donc voilà, il y a un GitHub officiel qui est maintenu par, ouais, il y a quand même pas mal de monde, 33 membres. Voilà, juste 33 membres, c'est quand même peu, mais voilà, avec pas mal de projets aussi en cours. Donc voilà un peu. Ensuite, on a pu voir aussi un peu des métriques, hein. Ça, c'était vraiment pour montrer aux uns aux autres la montée en puissance de ROS. Voilà, c'est un middleware qui a commencé voilà, ici en 2008. Mais depuis 2008 jusqu'à présent, on voit que c'est vraiment un outil qui continue de progresser. Et je pense que ça va toujours continuer de progresser. Il y a pas mal d'utilisateurs, il y a pas mal de contributeurs, il y a pas mal de robots qui fonctionnent avec ROS, que ce soit au niveau du prototype, que même en production. Donc, c'est vraiment un outil, je pense que c'est vraiment un outil incontournable dans la robotique. D'accord? Après, on a les plateformes d'échange, hein, pour tous ceux qui ont des soucis, pour tous ceux qui ont des problèmes. Donc, si tu as des problèmes, des projets en cours, des jobs, voilà, comme dans n'importe quel middleware, il y a toujours des plateformes d'échange. Voilà. Donc, ça, vraiment, ce sont des ressources que tout apprenant voilà, doit avoir ou alors mettre au moins en favori quelque part sur son navigateur. Ok? Bien. Donc, au niveau de ROS même, bien, voilà, en termes de définition, c'est un middleware, un framework, bref, c'est vraiment un outil qui va te permettre de connecter la partie logicielle à la partie matérielle de ton système. D'accord? Et ROS, on sait qu'il fonctionne sur Linux, mais il fonctionne aussi sur macOS, il fonctionne aussi sur du Windows. Mais voilà, perso, moi je préfère énormément sur du Linux, et plus précisément du Ubuntu. Donc, ROS, c'est pas un langage de programmation, voilà, mais on utilise des langages tels que le Python, le C++ pour pouvoir voilà, développer des applications sous ROS. Donc aujourd'hui, Python et C++ ce sont les deux langages supportés officiellement par la communauté ROS, mais il faut noter que ce n'est pas les deux langages utilisés. Donc il y en a qui utilisent du JavaScript, donc soit du JavaScript ou du Java, je ne sais plus trop, mais je crois qu'il y a un truc avec lié à le Java. Il y a aussi du Rust,
Mais c'est pas les langages qui sont officiellement supportés, mais ça fonctionne aussi avec ces langages-là. Voilà, il y a des communautés un peu à part qui ont décidé voilà, de créer cette partie-là et de travailler avec. D'accord? Maintenant, en ce qui concerne l'installation, là, c'est tout bien expliqué au niveau du tutoriel là. Donc c'est assez simple, tu peux installer via le Debian, voilà, c'est ce qui est même recommandé. Quand tu veux installer en fait ROS, il y a un point essentiel à garder en tête, c'est quoi? C'est la version de ton Ubuntu ou alors de ton Linux, on va dire comme ça, et la compatibilité avec la distribution. Comme vous pouvez voir là en fait, en ce qui concerne ROS 2, parce que faut le souligner, on travaille là, on parle que de ROS 2 ici. En ce qui concerne ROS 2, il y a plusieurs distributions qui ont été développées. Donc, dans ces distributions-là, on a Humble qui est toujours à jour. Je crois que ça finit en 2027. On a Iron qui était une version secondaire, c'est pas un LTS, voilà, mais qui n'est même plus à jour. Vous pouvez voir End of Life. On a Jazzy qui est une version LTS, donc la dernière version LTS qui est à jour. Je crois que ça finit en 2029. Et après, on a une version secondaire, Kailet, voilà, qui est en cours actuellement. Mais bon, pour nos travaux, dans les différents workshops, tout ça, et même projet en open source, on va travailler avec Jazzy et Humble. D'accord? Que des versions LTS. C'est beaucoup plus stable et voilà, c'est mieux quoi. Bien, en tout ce qui concerne l'installation, bah écoutez, c'est pas très compliqué. Après avoir installé, ajouté les clés, tout ça, c'est juste une ligne. Sudo apt install ROS Humble desktop ou alors ROS Jazzy si c'est Jazzy si c'est Jazzy voilà que tu veux installer. Déjà, petite parenthèse, ceux qui veulent utiliser Humble, il est préférable d'avoir Ubuntu 22.04. Ceux qui veulent utiliser Jazzy, il est préférable d'avoir Ubuntu 24.04. Voilà. Ceci dit, en gros, les distributions de ROS sont aussi liées avec les distributions de Ubuntu. C'est très important à savoir. Ça évite de résoudre les conflits et les bugs par la suite, quoi. Donc voilà, voilà en fait l'idée dans l'ensemble en fait comment ça fonctionne. Donc c'était très rapide, mais voilà, vous avez au moins une idée. À côté, on va commencer un peu à taper dans les concepts de base avec une première notion en fait dans ROS, ce qu'on appelle des workspaces. Donc, de manière littérale, espace de travail. Ça, je pense qu'on comprend tous. Donc c'est super important pourquoi? Parce que ça permet de pouvoir faire une meilleure gestion de ton projet sur ROS quoi. Donc c'est pas obligatoire, mais c'est important de suivre ce type de structure, voilà, pour avoir un projet avec un certain standard et faciliter aussi l'intégration des uns et des autres sur ton projet. D'accord? Bien, donc le workspace en réalité ce n'est qu'un répertoire. C'est juste un répertoire avec un sous-répertoire source. Donc on pouvait voir la petite commande mkd make the directory-p pour dire parent qui va juste créer voilà, un premier répertoire et un second répertoire. Le premier répertoire, le dev workspace, c'est lui qui est appelé workspace. D'accord? Et c'est dans ce répertoire en fait qu'on va stocker tous les binaires, les dossiers d'installation, donc le boot, le install et le log. Et après, dans le dossier source, c'est là où il y aura en réalité le code source de ton application. Ok? Par la suite, le deuxième thème assez important, c'est ce qu'on appelle les packages. Ça, ROS n'a rien créé. Je pense que tous ceux qui font du développement logiciel, c'est un nom qui a dit quelque chose. Voilà, les packages, c'est vraiment c'est l'unité de base, ou alors c'est l'entité même de base d'une application sur ROS. C'est-à-dire, voilà, quand tu veux développer une application sur ROS, voilà, la première chose que tu vas créer, c'est un package. Donc, comme j'ai dit un peu plus haut, ROS, il est développé principalement deux langages, un C++ et un Python. Donc, pour le coup, il est possible de créer deux types de packages. Soit un package C++, qu'on appelle des CMake, soit un package Python. Ok? Et ça, c'est aussi mentionné en clair dans le tuto. Ok?
On peut, voilà, vous allez voir création des paquets tutoriel, begin, topic node, est-ce que c'est sinon pas création des paquets, voilà, alors begin library, alors il y a un petit white publisher subscriber, voilà, création des paquets, voilà, voici ça. Là, on pouvait voir que même au niveau du tutoriel officiel, tu vois, on peut send avec CMake Python, voilà, pour créer un paquet, tu choisis dans quel langage tu veux créer ton package et tu l'as, voilà. Après, derrière, les avantages de Python et de C++, voilà, ça reste cohérent aussi dans ROS. C'est-à-dire, on sait que voilà, pour des soucis de rapidité, on utilise le C++. Voilà, pour Python, on sait que c'est pour faire des scripts simples. Donc, ces notions-là, ça reste tout aussi vrai, même quand tu développes sur ROS. D'accord. Maintenant, au niveau de juste la création d'un package, comme vous pouvez voir là, c'est très simple. Hein, c'est une seule ligne, comme ça, tac. On a des préfixes comme ça, ROS2 package create, tout simple. Tu donnes build type, amène Python quand c'est Python, amène CMake quand c'est le C++. Après, derrière, tu peux ajouter quelques arguments, la licence, Apache, MIT, GPS, ce que tu veux, et tu complètes juste avec le nom du package. Et là, de manière automatique, tu vois, il va générer ton package, en fait. Et ton package, ça c'est super important. Les packages, en fait, lorsqu'ils sont générés, ça dépend si c'est un CMake ou un Python, ils ont une arborescence, une structure, en fait, très précise. Alors, est-ce que c'est mentionné ici ou pas? Bon, pas vraiment. Ils ont une structure très précise, mais il faut savoir que ce soit en Python ou en C++, il y a toujours un fichier qui se génère. C'est le fichier package.icml. Donc, dans ce fichier-là, vous allez retrouver le nom du package. Vous allez retrouver les dépendances aussi, les dépendances d'exécution, de compilation, la version. En gros, ça va regrouper pas mal d'informations sur ton package. Maintenant, dépendant si tu utilises le C++ ou le Python, tu auras deux types de fichiers. En C++, tu auras un cmakelist.txt. Donc, pour ceux qui font du C++, ça les parle. Et en Python, on a un setup.py. Ok? Donc, c'est juste sa différence. Donc, ils ont ça en commun. C++, cmakelist.txt, Python, setup.py. Voilà. Donc, quand tu crées ton package, en fait, tu auras dans ton package l'un de ces deux éléments-ci. Ok? Ensuite, il y a des commandes en fait spécifiques pour pouvoir faire la gestion en quelque sorte des packages de ton système. Pourquoi? Parce que ce code en fait qui est présenté ici, c'est un moyen de créer ton package custom. C'est un moyen de créer ton package custom. Voilà. D'accord? Mais lorsqu'on installe ROS, dans le système, en fait, ça vient avec des packages standards. D'accord? Et comme ça vient avec des packages standards, il y a des moyens pour pouvoir, on va dire, manager ou alors vérifier ces packages-là. Donc, on a des commandes telles que ROS2 package list qui permet de pouvoir avoir la liste des packages dans le système. Donc, je peux faire une démo là vite fait. ROS2 package list. Hop là. Voilà. Vous pouvez voir, j'ai pas mal de packages installés dans mon système. D'accord? Donc, il y a deux façons de créer des packages, comme je dis. Première méthode, c'est via la commande ROS2 package create. Deuxième, c'est via une installation de ROS où s'installe les packages standards. Après, il y a une troisième façon aussi, c'est de l'installer via la commande apt. Ça veut dire qu'en fait, qu'est-ce qui se passe? C'est-à-dire, deux fois, il y a des gens qui développent, des nouveaux packages, mais ce n'est pas dans la base de données de ROS. Donc, du coup, sudo apt install. Du coup, pour avoir accès à ces packages-là, ou pour pouvoir les utiliser, qu'est-ce qu'on fait? On utilise apt en fait pour faire les installations de ces packages-là. D'accord? Donc, par exemple, je mets ça. Je sais que c'est un package qui existe, nav2. Toi, il a pas mal de packages. Et ça, je peux l'installer
Bon, c'est déjà installé sur mon PC. Ça va juste. Hop. Ah merde, c'est pas celui-ci. C'est 9. Voilà. Voilà. On prend l'autocomplétion. S'il doit péter Jazzy. Ah ouais, il n'aime pas quand je mets que 9-2 en fait. Ouais, il n'aime pas. On va prendre comme ça. Hop. Voilà. Donc du coup là il est en train d'installer tous les packages qui commencent par 9.2. Et du coup derrière moi j'aurai accès à ces packages là. Donc en gros c'est pas installé. Ça ne s'est pas installé avec l'installation de base de ROS, mais je peux les installer par la suite. D'accord, juste avec une commande de ce type. Et après derrière je vais pouvoir vérifier avec des ROS de package list et faire un complémentaire avec voilà les commandes Linux de base quoi, comme le grep pour vérifier si c'est installé ou pas. Donc quand ça va se terminer, je vais faire la commande, vous allez voir. Allez, terminé, voilà. Donc du coup si je reprends mon ROS de package list, je fais un petit filtre. Je fais ça. Hop, vous voyez, il me dit il y a pas mal de commandes AFD qui se sont installées. Ok, voilà. Bien. Donc, comme autre commande, on a le ROS de package executable. Ouais. Je ne sais pas pourquoi il passe en anglais. Bref, nom du package. Donc, on peut en fait connaître quels sont les exécutables en fait dans un package dédié. Là, on a encore du mal. Il y a encore les... Ah, attends, c'est bon. Pourquoi ça dérange? C'est tout bon? Donc, on a un ROS de package executable, en fait, qui te permet de pouvoir... Oui, allô? Tu nous écoutes, Yves, c'est bon ou pas? Est-ce que les autres, c'est bon? Gribi, tu m'écoutes? Gribi, est-ce que tu m'écoutes? Parce que là, je n'écoute pas. Ouais, je vais pouvoir... Moi, j'entends plus rien. Ah, qu'est-ce qui se passe? Dites... Est-ce que c'est bon là, vous m'écoutez ou pas? Ok, c'est bon. parfait, merci, désolé. Je crois que c'est un dysfonctionnement de mon casque. Du coup, je suis en train de dire qu'en fait, donc, le package, c'est un package en fait va contenir le code source de ton application. Et dans ce code source là, on a ce qu'on appelle des exécutables. Donc en gros, c'est ce qui va s'exécuter une fois que tu auras fait lancer ton application. Et donc pour pouvoir, il y a un package qui peut avoir plusieurs exécutables. Donc pour pouvoir savoir quels sont les exécutables de ton package, tu peux utiliser la commande ROS de package executable. D'accord? Donc et là, ça va te lister tous les exécutables. Donc si je vous montre un exemple, et je vous montre un exemple qui est en lien avec notre projet open source Faucon, mobile space, hop, je vous montre ça, source base, voilà. Donc ici c'est notre projet Faucon, on a plein de packages qui sont à l'intérieur là. Donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais appliquer la commande sur, hop, voilà, il y a un peu de flemme de tout ressaisir. Maintenant il y a l'autocomplétion. Voilà, vous voyez, il y a l'autocomplétion, vous voyez, voilà. Donc du coup je fais ça, hop, et il me dit pour ce package Faucon control, on a l'exécutable control 4ws, d'accord. Aussi là je me rappelle une commande qui est très utile parce que Colcon c'est un outil puissant. Donc on a la commande Colcon list qui va nous permettre en fait de pouvoir connaître tous les packages qu'il y a dans un workspace. Donc avec cette commande ci en fait, tu vois, ça va aller regarder tous les dossiers, tous les répertoires à partir d'où je me trouve et me lister les différents packages qu'il y a à l'intérieur. Donc comme vous pouvez voir là, ici, il détecte qu'il y a un package qui s'appelle Faucon Base Desk. Vous voyez, il me dit c'est un package ROS AMENCMEC. Donc en gros, c'est un package Python. Il détecte aussi qu'il y a un autre package qui s'appelle Faucon Control. Voilà, qui est de type AMENCMEC, toujours en C++. Pareil pour le Grown,
localisation, vous voyez, et ainsi de suite. Et il y a un qui est en Python. D'accord? Ça, c'est une commande qui est plutôt pratique quand tu arrives dans un projet et que tu as la flemme, tu ne sais pas, tu n'arrives pas à te rappeler le nom des packages pour lancer tes commandes. Tu ne sais pas si c'est en Python ou en C++. Voilà, tu fais ton petit call list et tu vois, ça te résume en fait le nom des packages et le type du package. Ça, c'est plutôt pratique. C'est un bon tips. D'accord? Et là, une fois que tu as le nom du package, vous voyez, vous pouvez venir juste là et appliquer cette commande pour voir si ces packages, ils ont des exécutables. Par exemple, ici, je fais ça. Voilà. Il me dit, voilà, comme ça ne retourne rien, en gros, c'est pour dire que Fauconbase n'a pas d'exécutable. D'accord? Voilà. Ok. Donc, on a déjà vu la commande, cette commande-ci, qui du ROS de package create, voilà, qui permettait de créer le package. Ça, c'est connu. Là, j'ai un peu emboîté le pas avec Colcon. Colcon qui, lui, était un outil de compilation puissant. C'est un outil en Python, voilà, qui va te permettre de compiler. Ça permet de faire beaucoup de choses, hein, mais principalement, on l'utilise pour faire la compilation des packages. Ça permet aussi comme vous l'avez vu, de pouvoir faire la recherche et retrouver tous les packages. Mais je pense qu'il y a aussi une possibilité de pouvoir créer des Debian avec. Bon, ça, c'est à voir. OK? Ça, ici, c'est bon, c'est pour la structure. Donc, la structure, en fait, d'un projet sur ROS, on a dit c'était quoi? C'est un workspace et un package. Ça, c'est vraiment les deux entités de base, en fait, pour ton projet sur ROS. Il faut que tu aies un workspace qui va être ton espace de travail. Et après, des packages où tu vas pouvoir stocker tous tes codes sources de ton application. Bien. Maintenant, je dis de manière très vague, code source. Ouais. Mais ces codes sources, ça contient quoi, ça fait quoi, c'est constitué de quoi. C'est là où on entre un peu plus en profondeur dans les notions de ROS, à savoir la notion des nœuds. D'accord? Donc, un nœud, c'est un élément fondamental d'un système sur du ROS. Donc, voilà, un nœud a pour objectif de réaliser une tâche. Voilà. Et dans le jargon de ROS, il faut savoir que ça reprend énormément ce qui se fait dans le monde du réseau. Ça veut dire qu'en fait, un nœud a la capacité de publier, de souscrire, d'envoyer des requêtes, de répondre à des requêtes. Ça, c'est des utilisations très connues dans le monde de la communication API et autres. Voilà. Ceux qui font du logiciel pur, je pense qu'ils ne sont vraiment pas dépaysés. OK? D'accord, donc le nœud en fait c'est vraiment l'entité de base, c'est dans un nœud qu'on va encapsuler en fait toute la fonctionnalité qu'on veut donner à notre application sur du ROS. Donc le nœud il peut être capable de publier des données, voilà, données capteurs. Tu peux avoir un nœud qui va publier des données LIDAR. Un nœud peut être capable de souscrire à des données pour implémenter une fonction. Voilà, par exemple, tu veux faire avancer ton robot et la commande vient d'ailleurs, tu souscris au topic de la commande et tu appliques cette commande à ton robot. Le nœud est capable de pouvoir envoyer des requêtes à un serveur ou alors être lui-même le serveur et répondre à une requête. Voilà, donc voilà en réalité, voilà en quelque sorte quelques applications qui sont liées au nœud. Maintenant, comment faire pour pouvoir lancer un nœud une fois que ce nœud est développé? Bien, donc comme on a pu le voir depuis le début, hein, donc il y a des lignes de commande pour presque tout en fait sur ROS. Donc pour les packages, on a vu qu'on utilisait ROS de package. Donc pour manipuler les nœuds, on utilise ROS de run. Maintenant, si vous vous rappelez bien, je disais les nœuds sont encapsulés dans un package. Donc du coup, pour lancer un nœud ou alors pour vérifier quelque chose sur un nœud, en fait, on parle toujours de son package. Donc du coup, ROS de run, le nom du package où est stocké le nœud, et ensuite on applique le nom de l'exécutable. D'accord? Bien, donc si tu prends un exemple ici, par exemple là, avec ArcWS là, donc je peux faire pareil, je dis ROS de run, Faucon control, je le mets là et je mets le nom de l'exécutable comme ça, tac. Et ça, vous allez voir que là, je viens tout juste de faire quoi? De lancer mon nœud. Donc, comme je viens de lancer mon nœud, j'ai aussi un moyen de pouvoir
savoir si mon nœud est lancé ou pas via la commande rows de node list. Donc node c'est nœud en anglais tout simplement. Voilà. Rows de node list pour dire quelle est la liste des nœuds en cours. Et là tu vois il me renvoie que j'ai ce nœud qui est en cours, ce nœud qui correspond à cette application là qui est en train de tourner en back-end dans mon système. D'accord? Hop, là, un petit CTRL-C pour tout arrêter et c'est tout bon. Donc, il y a plein d'applications sur les nœuds. Voilà, on a vu le rows de node list. Possible aussi de pouvoir interroger le nœud pour savoir voilà, ce qu'il y a à l'intérieur via un rows de node info et le nom du nœud. Très facile. Voilà, tout à l'heure j'ai fait la démonstration avec ce petit nœud pour le projet Faucon. Mais il faut savoir aussi que de base, tu as des mini-robots avec Ross là pour faire des démos, donc, par exemple sur le TurtleSim, donc ça ressemble à ça le TurtleSim. Alors TurtleSim Node, moi j'utilise beaucoup l'autocomplétion comme ça m'évite. Du coup là vous pouvez voir mon petit robot qui apparaît, c'est plutôt sympa. Et avec ce petit robot en fait voilà, on peut toujours essayer de regarder quels sont les nœuds qui sont en cours. On voit que voilà il y a TurtleSim qui était un nœud qui est en cours. On peut interroger rows de node info pour savoir exactement qu'est-ce qu'il y a dans ce nœud. On voit que ce nœud est constitué de quoi? Il y a une partie subscriber, il souscrit sur le topic param event, il souscrit sur Turtle1 command vel. Et qu'est-ce qu'il publie? Il publie ce topic Turtle1 color sensor, Turtle1 pose. Qu'est-ce qu'il a comme service server? Attention, service server, il a clear, kill, reset, spawn, et etc. Qu'est-ce qu'il a comme service client? Pap, on voit qu'il n'y a rien comme service client. Qu'est-ce qu'il a comme action serveur? On voit qu'il a celui-ci comme une action serveur. Vous voyez? Donc, juste avec une seule commande, ça te permet de pouvoir déjà investiguer pas mal sur le nœud. On a pas mal d'informations. Et ça va être très utile pour la suite, pour pouvoir voilà, interagir avec les nœuds. Ok? Bien. Donc, comme on a pu voir tout à l'heure, on a dit qu'un nœud est capable de publier ou de souscrire. Bien, pour pouvoir publier ou souscrire, il faut savoir qu'il y a une notion intermédiaire qui est la notion de topic. C'est-à-dire, il publie ou il souscrit que sur un topic en particulier. D'accord? Donc, le topic, en réalité, ce n'est qu'un nom. Hein. C'est un nom juste pour pouvoir identifier de manière spécifique le sujet de conversation entre deux nœuds. Donc la publication en fait se fait via deux nœuds. Bon, ça je ne l'ai pas mentionné mais je le mentionne maintenant. La publication ou la souscription se fait entre deux nœuds. C'est vraiment comme la communication entre deux personnes. Donc il y a une personne qui parle et l'autre écoute. Et ainsi de suite. D'accord? Bien, donc concept. Les topics permettent l'échange de messages de manière asynchrone. Les éditeurs et publishers publient les messages et les abonnés, subscribers reçoivent les messages. Un topic peut y avoir un ou plusieurs éditeurs et ou abonnés. D'accord? Privilégié à un publisher par topic. Ouais. Privilégié à un publisher par topic. Voilà. Donc, en gros, qu'est-ce qui se passe? C'est ce qu'on appelle qu'est-ce qui se passe? J'ai envie de dessiner. Et je vais dessiner. Voilà. Super. Donc, supposons que là, on a deux nœuds. Ok? On a notre nœud 1. Voilà. Et là, on a notre nœud 2. Voilà. Donc, on a vu qu'un nœud est capable de soit publier ou souscrire. D'accord? Mais après, on va parler de la bonne pratique. Bien. Ce qui se passe, c'est que que ce soit dans la publication ou la souscription, ils le font sur ce qu'on appelle un topic. Voilà. Donc, en gros, la communication entre les deux nœuds va s'établir sur un topic. Donc, j'appelle la T. Maintenant, en fonction du sens de la flèche, ça va indiquer qui parle à qui. Donc, si je fais ça, ça signifie que le nœud 1 est en train de publier sur un topic T. Voilà ce que ça signifie. Mais le fait qu'il y ait cette connexion signifie que le nœud 2 est en train de souscrire sur le topic T. D'accord? En réalité, le nœud 1 ne publie pas forcément pour un nœud dédié. Il publie juste pour du vent. En gros, si le nœud 1 publie, il publie juste comme ça dans le vent. Comme ça. Et n'importe quel nœud du système est capable de venir souscrire
sur ce topic, d'accord? Et il faut savoir aussi que plusieurs nœuds, voilà, peuvent souscrire sur ce même topic, voilà. Et maintenant, en termes de bonne pratique, c'est quoi? En termes de bonne pratique, il est préférable qu'il n'y ait qu'un seul nœud qui publie sur un topic. Pourquoi? Parce que c'est possible, il est possible aussi que ce nœud publie. Il est possible que ce nœud publie en fait sur un même topic. Donc lui aussi, le nœud N3 peut publier sur un topic, sur le même topic. Mais ça, c'est pas ça va fonctionner, mais c'est pas une bonne chose parce qu'en fait, il y aura une perturbation. Tu vois, un coup, tu auras le message qui vient d'ici, un coup, tu auras le message qui vient de là. Et ça, pour un système, c'est pas le top, c'est pas le top quoi. Donc en termes de pour une bonne pratique, il faut absolument que voilà qu'il y ait un seul nœud qui publie et il peut avoir plusieurs subscribers, mais juste un seul publisher. Voilà. Donc maintenant, on va un peu essayer de parler des topics. Voilà. Le topic tout à l'heure, c'est on a au même titre que les nœuds et les packages. On a aussi des commandes pour pouvoir savoir quels sont les topics qui sont en cours. Donc via la commande rose de topic list. On a rose de topic list-t, voilà, pour avoir à la fois le nom du topic et le message du topic, ce qui est très important. Pourquoi? Parce qu'en fait, la communication ne peut s'effectuer que si on a le bon nom et le bon type de message. Donc s'il y a un des deux qui est mauvais, ça ne passe pas, il n'y a pas de communication. Voilà pourquoi il est super important de toujours savoir le bon nom du topic et le bon type. Par la suite, on est capable de pouvoir intercepter le message issu du topic en faisant un écho. On écoute, on voit ce qui se dit à l'intérieur. On est capable d'avoir les infos sur le topic via rose de topic info. On est capable nous-mêmes, via la ligne de commande, de publier des informations sur un topic. On est capable d'écouter la fréquence des messages de publication d'un topic, ce qui est hyper important quand tu fais un système temps réel ou tu veux faire un système hyper robuste. D'accord? Donc, on va faire un petit exemple là. Je reprends encore mon petit sim là. D'accord? Donc, mon petit robot, il est bien présent. Donc, je fais, comme je l'ai dit tout à l'heure, rose de topic list. Voilà, ça me permet d'identifier déjà quels sont les topics qui sont en cours. Déjà, si je veux commencer, je peux faire un rose de node list. J'ai un nœud en cours. Ce nœud, il a pas forcément qu'il publie, mais on voit que dans ce nœud, il y a, même pas dans ce nœud, dans notre système en entier, on a 3 topics qui sont publiés ou alors qui sont présents dans le système. D'accord? Donc, ces 2 topics, en fait, sont les topics de base standard qui sont toujours là. Voilà. Donc, maintenant, si on veut essayer de voir qu'est-ce qui se passe dans ces topics, on va dire, ok, qu'est-ce qui est publié actuellement sur ces topics? Ou alors, c'est quel type de topic on veut avoir des infos sur ce topic. On va commencer par là. Par exemple, là, je vais avoir des infos sur ce topic. Rose de topic info. Voilà. Vous voyez, il me dit, ah oui, c'est un topic de type TTC message post. Voilà. Et il est publié par un nœud. Et il est souscrit par aucun nœud. Ça veut dire qu'en fait, il n'y a pas de nœud qui souscrit à ce topic. Mais il y a un nœud qui publie sur ce topic. D'accord? Et on dit, ok, ça c'est bien, c'est intéressant. Mais qu'est-ce qui se dit dans ce nœud? Ah, ok, qu'est-ce qui se dit? Du coup, on fait un rose de topic echo. Voilà, on récupère toujours le nom du topic. Voilà, on met ça. Allez, oh là, oh, on voit que voilà, on a le message de position avec X, Y, θ. On a les messages de vitesse du robot en temps réel. Donc, en gros, ici, on récupère les informations de base en fait de notre petit robot là. On a la position. Donc là, c'est constitué comme du 5,5. On a l'orientation, là, c'est du 0. On a la vitesse linéaire et la vitesse angulaire qui est, voilà, tout de nul. Ok? Vous voyez que juste avec une commande, on a pu déjà avoir les informations sur notre robot. Et ça, on peut le faire sur tous les autres topics du système. Voilà. Maintenant, hop. Ça, c'est pour, voilà, s'interroger et créer les topics. Maintenant, il y a d'autres systèmes de communication, les services notamment. Bon, les services, ça fonctionne comme un système client-serveur, voilà, toujours en rapport avec ceux qui font du full logiciel.
Voilà, ça va énormément les parler. Le système client-serveur. Donc, en gros, on a un client qui envoie des requêtes au serveur et le serveur qui répond au client. Et c'est pareil ici aussi, ça ne change pas. Donc, un service offre une communication request-response concrètement au topic qui diffuse des flux continus. Un service fournit des données uniquement lorsqu'un client l'appelle. Le service est donc synchrone. Le client envoie une requête et attend une réponse. Chaque service est défini par un type qui comprend une partie requête et une partie réponse. Voilà, donc ça c'est clair. Donc, concrètement au topic, comme vous avez pu voir là, quand j'ai fait un rose de topic echo, vous avez vu comment ça, il a envoyé les infos à la chaîne, quoi. Donc, concrètement au topic, lui, le service, lui, il ne donne des infos que lorsqu'il y a une requête qui est envoyée. D'accord? Donc, en gros, ça signifie qu'il doit avoir un nœud serveur et il doit avoir un nœud client. Et dans le nœud client, c'est lui qui se charge d'envoyer la requête au serveur. Et cette requête-là, en fait, doit être spécifiée ou alors décrit dans ce qu'on appelle un service. Donc, le service est constitué de clients et de requêtes et de réponses. Autant pour moi. Du coup, je vais vous montrer toujours dans c'est pour ça que j'ai dit la documentation officielle est très riche parce que c'est aussi expliqué à l'intérieur. Et là, je vais vous montrer exactement où ça se trouve. Tac, tac, tac. Ah non, ça c'est les actions. Tac, tac. Origin, creating. Non. Non, client. Où est le client multi-node single, non? Action serveur, action machin, non, c'est pas ça. Workspace, publisher. Voilà, ici. Create des services clients, mais c'est pas ça que je veux, c'est celui que je vais vous montrer. Voilà. Voilà, exactement. Donc, en gros, l'interface de communication pour les services, ça ressemble à ça. Donc, en gros, c'est juste un petit fichier .ssv qui est décrit de cette façon. Au-dessus des codes, tu as la requête et en dessous, tu as la réponse. Ça veut dire que quand tu veux communiquer au serveur, il faut que tu te bases sur ce type d'interface pour pouvoir communiquer à un serveur. Et tu as la réponse dédiée par cette interface-là. Donc, au même titre que les autres topics, package et menu, on est capable aussi de pouvoir, voilà, faire d'avoir une liste, de pouvoir, voilà, investiguer sur les services avec les commandes, les mêmes commandes, rose de service list, voilà, tu vois, il dit encore clean kill. Ouais, si vous vous rappelez tout à l'heure quand j'ai mis le... Oh là, c'est très loin. C'est tout à l'heure, j'avais mis le rose de node info là, il m'avait déjà dit, il m'avait déjà donné cette information là. Vous voyez, ça permet aussi de... Ouais, la flemme de retaper le truc. Ouais, des fois, il faut le faire. Bon, on va commencer par ça parce que j'ai coupé le nom du nœud. Voilà. Rose de node info. Hop. Voilà. Vous voyez, ici, il m'avait déjà donné ces informations que j'ai des services comme ça qui sont en train de tourner. Et quand j'ai fait un rose de service list, vous voyez, il me remet la même chose. C'est pour ça que voilà, c'est quand tu as déjà ces outils-ci, ça t'avance vraiment dans ton investigation ou ton développement. Donc, rose de service list pour afficher la liste des services. Après, tu as d'autres, hein, tu as des roses de service type pour avoir le type du service, très utile parce qu'en fait, comme je dis, le type c'est le nom de l'interface, c'est-à-dire comment est constitué le service. Par exemple, si on fait ça ici, parce que si tu veux envoyer une requête, il faut absolument que tu saches, voilà, comment écrire ton message, sinon le serveur ne doit pas te répondre, quoi. Host de service type, on va prendre quoi? On va prendre celui-ci par exemple, on fait ça, tac. Voilà, il dit que ah oui, il donne juste le type du machin, mais on a la possibilité qu'il donne la description. Ah oui, c'est ça, c'est interface show, parce qu'en fait c'est un message, c'est une interface. Voilà, ouais, la constitution, en gros, la requête de reconstituer de ça et la réponse. En fait, la réponse ici, il n'y a rien. Ça signifie qu'en fait, il y aura juste un impact sur le système, c'est sur le nœud en cours.
mais la requête doit être constituée d'un unit 8, voilà, RGB, largeur et off. Voilà. Après, il faut regarder la documentation pour avoir plus d'informations dessus. Voilà, tu as les commandes ROS de service call, donc ça te permet de créer, d'envoyer une requête, voilà, directement. Donc ça c'est possible, il y a pas mal de trucs. Donc la prochaine moyen de communication, ce sont les actions. Donc les actions sont conçues en fait pour les tâches très longues, d'accord. Donc concrètement au service qui voilà, c'est plutôt instantané. Les actions vraiment c'est pour des tâches très longues. Par exemple, quand on fait de la navigation et qu'on demande au robot d'aller à un endroit spécifique. Donc le robot, pendant son déplacement, il doit renvoyer quoi? Il doit renvoyer des feedbacks. Vous voyez que les actions, c'est un peu comme un service, mais en contrepartie, tu as des feedbacks au cours du temps. Tu lui envoies une requête, un goal, il te renvoie des feedbacks, et dès qu'il arrive, il t'envoie un résultat. Vous voyez, c'est ça en fait. Donc, les actions sont vraiment comme des services, mais avec des feedbacks. Donc, pareil que les services, on a toujours des commandes pour investiguer. Donc, c'est les mêmes types de commandes du ROS de action list pour pouvoir savoir la liste des actions en cours. Voilà, on voit qu'ici, il y a une sélection, pareil. Et voilà comment on fait pour pouvoir investiguer dans tout le système. Donc, si je fais un résumé, en fait, dans ROS, les entités de base, en fait, c'est le workspace où tu stockes ton code source, le package qui va constituer l'entité en fait de base de ton application sur ROS. Ensuite, il faut bien savoir qu'il y a 4 types de communication sur ROS, à savoir les publisher subscriber face au topic, via un topic, voilà, qui renvoie des flux de données en continu. C'est idéal lorsque tu veux publier des données capteurs, publier des commandes sur un actionneur, et etc. Tu as les services, voilà, c'est pour des systèmes synchrones où tu vas envoyer des requêtes ponctuelles à un serveur dédié. Donc, c'est pratique si par exemple tu veux avoir à un instant donné la position du robot, à un instant donné la température du système, à un instant donné la batterie. Voilà, c'est pratique pour ça. Ensuite, il y a le troisième qui est les actions qui, eux, en fait, vont t'aider à pouvoir exécuter des tâches un peu plus longues. Par exemple, si tu veux faire en sorte que ton robot navigue pour aller à un point dédié et que tu as besoin de savoir en temps réel comment est-ce que voilà, ta requête est traitée, tu utilises des actions. Donc voilà, en fait, un résumé de base très rapide sur tout ce qui est les moyens de communication en installation et l'arborescence d'un projet sous ROS. D'accord? Voilà un peu ce qu'on fait. Donc, est-ce qu'il y a des questions par rapport à ça? Ouais, quelques petites questions. Alors, au niveau des distributions, Ouais. je sais que la distribution qu'on choisit dépend forcément de la version de la distribution du moteur, hein. Oui, C'est ça. c'est ça, exactement. Est-ce on peut installer plusieurs distributions dans un même système? Malheureusement, en fait, Sans finance accomplie, bien sûr. voilà, ça c'est déjà bien spécifié. Tu peux le faire, bah, tu vas l'installer, ton système en soi ne va pas refuser d'installer plusieurs distributions, mais le problème c'est que ça va te créer des conflits derrière. Quand tu vas exécuter, il ne va pas savoir est-ce qu'il va aller pinguer sur du Humble, est-ce qu'il va aller pinguer sur du Jazzy, tu vois, ça va créer ce type de conflit là. Donc, le système ne va pas t'empêcher d'installer plusieurs distributions, mais dans l'application, tu auras pas mal de problèmes. Donc, il est vraiment préférable d'avoir une seule distribution dans ton système. Après, il y a des moyens de détournement. Moi, par exemple, j'utilise énormément Docker pour pouvoir développer sur plusieurs distributions. Parce que, voilà, la communauté, il y a des fois certaines personnes qui ne maintiennent pas les repos à jour et ils ont développé une application qui fonctionne que, par exemple, sur Humble, mais ne fonctionne pas sur Jazzy. D'accord? Donc, du coup, tu as envie de tester. Tu ne vas pas désinstaller complètement ton ROS Jazzy sur ton PC pour installer Humble juste pour tester une application. Alors, pour faire ça, qu'est-ce que tu peux faire? Tu peux juste créer une petite image Docker. Une petite image Docker, c'est un peu comme c'est un container, c'est comme une petite machine virtuelle
où tu peux faire tourner ton application sur ta distribution dédiée. Voilà, c'est un petit tips. Et au niveau des packages, Mhm. que lorsqu'on crée un package, c'est avec soit c'est du Python, soit c'est du PML, du C++. Est-ce que je peux créer un package, mais à l'intérieur du package, je programme en Python et en C++? Est-ce que ça va fonctionner? Effectivement, oui, oui, c'est possible, c'est possible. C'est bien possible. C'est ce qu'on appelle des packages AMEC-CMEC, qui n'est pas officiel. Déjà, il faut le dire. C'est pas un système qui est maintenu par la communauté. Donc, les packages AMEC-CMEC, c'est pas maintenu par la communauté. Mais, vu quand tu as une bonne maîtrise de l'arborescence ou de la structure en fait d'un projet sur ROS, il est possible que tu rajoutes juste des petits composants qu'il faut pour que ton package tourne à la fois en Python et en C++. Donc, en fait, ce qu'il faut vraiment comprendre, c'est que ton package, l'élément incontournable de ton package, c'est le package XML. D'accord? C'est le package XML qui était l'élément incontournable, parce que celui qui va donner pas mal d'informations. Et après, derrière, maintenant, en fonction de ton package XML, c'est dans ton package XML que qu'on va voir si tu as affaire à du Python ou à du C++. Mais tu peux dire, ok, non, je vais utiliser du Amen Python, du Amen CMake. En gros, c'est pour dire, je suis en Python et en C++. Et après, derrière, tu vas juste rajouter les fichiers qu'il faut pour chacun de ces packages-là. Pour que quand tu compiles en fait ton code en Python ou en C++, il puisse retrouver en fait le CMake list quand il faut, quoi, ou alors le setup.py. De manière officielle, tu ne peux pas avoir les deux en même temps, mais de manière officielle, il y a des moyens pour contenir et avoir les deux en même temps. Ok. Et je pense que même sur un des projets, je pense que si je ne me trompe pas, c'est ce que j'ai fait ici, sur celui-ci en fait, sur Faucon Control. Faucon Control en fait, il mentionne en fait Amen CMake, mais en réalité, c'est un package qui est aussi en C++. En fait, qui est aussi en Python. Comme tu as pu voir les exécutables, en fait, il te dit, le package c'est C++, mais les exécutables, si tu as peut-être constaté, les exécutables étaient en Python. Parce que si j'ai fait un package Amen CMake, attends, je vais te présenter ça. Hop. Il est, oh là, pas ici, non, pas ici. Là, il est là, ok. Du coup, comme je disais, tu as le package XML qui est le plus important. Voilà, ici, tu vois, il y a une dépendance avec Amen CMake. C'est pour ça, quand j'ai fait le call list, il me dit C++, mais à côté, je lui ai rajouté une petite dépendance qui s'appelle le Amen CMake Python, ce qui lui permet en fait de pouvoir créer des exécutables en Python. Et tu vois, je lui mets des dépendances avec RCLP, qui est pour Python, voilà la librairie ROS de Python, et RCLCPP, la librairie ROS du C++. Et derrière, ce qui ne se fait pas automatiquement quand tu crées le package, je viens les rajouter. Par exemple, ici, quand tu utilises un paquet en Python, il faut absolument que tu aies un dossier avec le init.py. D'accord? Donc, ça, je le rajoute manuellement, et le reste, ça coule tout seul. Le CMake list, il s'installe tout seul. Donc, je peux juste rajouter dans le CMake list le find package AMEC CMake Python. Voilà. C'est un petit tips comme ça quand tu veux avoir les deux en même temps. C'est plutôt pratique, quoi. Super. Ok, bon, c'est tout bon. Du coup, comme je vous ai présenté les grandes lignes d'axes de communication de ROS. Et après, il y a eu des workshops sur chacune de ces communications, sur les nœuds, voilà, c'est tout ça. Sur les services, il y a aussi. Sur les actions, voilà. On avait fait un mini projet, bon, c'est pas documenté, mais c'était un mini projet où on pilotait le robot TLT-SIM là via un topic. On a fait un petit contrôle de suivi des trajectoires, voilà. Et voilà, après on a fait un peu de l'URDF. On va pas faire ça aujourd'hui, mais sachez que voilà, on a présenté un peu l'URDF, le point URDF, le point chacro, tout a été clairement expliqué.
Docker aussi, pareil, c'était clairement expliqué comment utiliser Docker pour du développement, pour des tests. Voilà, c'est tout expliqué. Et voilà, ça permet aux uns ou aux autres voilà, d'être à jour. Donc voilà un peu comment s'est constitué nos différents workshops ces derniers temps. Les documents, comme je dis, sont tous dans le canal général du Discord. Donc vous pouvez avoir accès à toutes ces formations ici en fait. Avec des exemples en fait. C'est ça qui fait la différence entre ce qui est fait ici et le tutoriel officiel. C'est que ces exemples en fait, ce sont des exemples un peu custom. Voilà, vous voyez, c'est un peu plus poussé. Mais c'est super intéressant si vous voulez aller au-delà de ce que propose le tutoriel officiel. Voilà, voilà. Et c'est à l'issue de tout ça qu'on a lancé notre petit projet Faucon qui est en cours de développement. C'est tout pour moi. Merci beaucoup à toi Je vous en pour la prie. belle présentation. Ça marche. Merci à bien à vous.